va pas le faire. C'est une présentation donc, très simple sur l'économie de la Guinée. Donc c'est un diagnostic de la situation économique de la Guinée. Ok, donc à table des matières, il y a une petite introduction, puis je vais faire un portrait économique de la Guinée tel que demandé par Aïcha. Elle veut vraiment voir une panoplie de la situation économique de la Guinée. Ensuite, on parlera des points forts et des points faibles de l'économie guinéenne. Puis, je vais vous présenter quelques pistes de solutions et une conclusion. Et pour finir, en fait, je voulais une discussion pour que vous me donniez vos idées, pour savoir c'est quoi le rôle d'Afrilec. Qu'est-ce qu'Afrilec pourrait faire, en fait, au niveau du département économie et finances? C'est quoi les attentes? Puis, c'est quoi vos idées là-dessus? Donc, en intro, donc, la Guinée, cette année, ça va être le 60e anniversaire de l'indépendance. Donc, près de 60 ans après son accession à l'indépendance, la Guinée souffre toujours d'un important retard économique. Et ce n'est pas le seul pays de l'Afrique subsaharienne à être dans cette situation, mais elle présente quand même des particularités qui en font un cas très spécifique. Le retard économique de la Guinée, c'est le résultat en général de la mauvaise gouvernance du pays depuis l'origine. Donc il y a plusieurs déséquilibres macroéconomiques et financiers qui perdurent du fait justement de cette mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion des affaires publiques. Donc nous allons parler donc du portrait économique, des points forts et points faibles, ensuite quelques pistes de solutions, comme je disais tout à l'heure, et ensuite on va discuter sur le rôle d'Afrilec. Donc pour le portrait économique de la Guinée, c'est une vue d'ensemble de la Guinée aujourd'hui, donc vous devez tous le savoir. La superficie de la Guinée, c'est quand même 245 857 km². On est 12 millions à peu près d'habitants. La croissance démographique autour de 2,5% en 2016. Puis le PIB, ce qui est important, il y a le PIB nominal qui est là, en milliards de dollars. En 2016, c'était autour de 8 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, donc le PIB par habitant, c'est 683 dollars. J'ai regardé pour le Canada. Il tourne autour de 42 000 $ par habitant. Nous, on est à 683 $. Bon, on ne va pas comparer le Canada à la Guinée, mais pour juste vous donner une petite idée. Voilà. Ok, donc ça c'est l'économie guinéenne en général, en bref. Le PIB guinéen, voici donc un pie chart qui montre à peu près c'est quoi le poids de chacun des secteurs de l'économie dans le PIB guinéen. Vous verrez que l'agriculture et les autres secteurs primaires, ça compte pour à peu près 17% du PIB. Ensuite, le secteur, cependant, c'est 17% du PIB, mais ça regroupe plus de 50% des Guinéens. Donc, plus de 50% de la population guinéenne travaille dans les secteurs primaires. Ce sont des secteurs donc, qui créent de l'emploi, mais c'est juste 17% du PIB. Donc, ça crée de l'emploi, mais pas de la valeur, en fait, en tant que tel. Ensuite, il y a le secteur secondaire qui représente 29% du PIB, dont 13% viennent des mines. Donc, 13% du PIB guinéen vient des mines, mais le secteur des mines n'emploie que 3% de la population guinéenne. Donc, ça crée de la valeur, mais ça ne met pas de l'emploi. Alors que le secteur primaire, l'agriculture, tout ça, ça crée de l'emploi, mais pas de la valeur. Donc, c'est ça. Puis ensuite, donc, le secteur tertiaire qui est le commerce et les services, c'est plus de 50% du PIB guinéen. Vous remarquerez aussi que dans le poids du PIB, les impôts, c'est juste 10%. Juste 10% du PIB. Et comparé à l'OCDE, dans les pays de l'OCDE, la pression fiscale, donc les revenus de l'État au niveau de l'impôt, c'est à peu près 35% du PIB. Donc nous, on est à seulement 10%, donc il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Même si on ne s'attend pas à ce que la Guinée fasse payer à tout le monde 30% d'impôts. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Ensuite, je voulais présenter un secteur, le secteur qui rapporte peut-être le plus d'argent à l'État guinéen, c'est le secteur des mines. La Guinée elle a plus de 25% des réserves mondiales de bauxite. Et le plus grand gisement de minerai de fer non exploité actuellement dans le monde, qui est le gisement de fer de Simandou. On a des réserves d'or, de diamants. Cependant, la part de la Guinée
dans la production mondiale est nettement inférieure à sa part de réserve. Et les principales causes à cela, il y a les risques politiques, le capital humain. Quand on parle de capital humain, c'est un problème d'hommes, de compétences et d'intégrité surtout. On a un manque d'infrastructure. Rio Tinto s'est retiré il n'y a pas longtemps du projet Simandou parce que quand tu viens investir en fait dans les mines, ça demande beaucoup de capital financier et c'est beaucoup plus facile de le faire dans un pays qui a déjà des infrastructures parce que comme ça tu fais juste ta mine, mais le transport de ta mine est déjà intégré en fait. Mais là, quand ils viennent, le projet, ils parlaient de 20 milliards de dollars parce qu'il faut construire un chemin de fer, des routes, il faut faire un port en eau profonde, etc. Donc c'est beaucoup d'argent et c'est très risqué pour ces firmes-là de venir en Guinée investir. Ensuite, il y a le cadre institutionnel et juridique qui est très différent, comme vous pouvez le savoir. Et ces dernières années aussi, un autre point, c'est que le cours, par exemple, du minerai de fer, de la bauxite, tout ça, il a beaucoup baissé ces dernières années, ce qui fait que ce n'est pas très rentable pour une firme de venir investir dans les mines. Il y a les Chinois qui sont là, qui sont présents les dernières années, mais c'est parce que, par exemple, pour la bauxite, il y a des pays, je pense que c'est l'Indonésie, qui ont arrêté d'exporter la bauxite. Donc là, tout de suite, il y a une ruée vers la Guinée. Et la CBG n'est plus, je pense, le premier exportateur de bauxite en Guinée. Il y a la SMB qui est là, puis ça. Exactement. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les mines, c'est 13% du PIB, un taux de croissance de 33% en 2016. Donc, comme on est en train de toucher à tout, en fait, à la bauxite en particulier. Donc, la base Guinée ici, là, vraiment, on est en train d'exploiter la bauxite au maximum. Ensuite, et l'activité minière, donc, c'est 80% des exportations et environ 15% des recettes de l'État. 15% des recettes de l'État. Mais bien sûr, il y a d'autres secteurs. Le secteur minier, c'est peut-être celui qui rapporte le plus de revenus à l'État, mais il y a d'autres potentiels quand même dans notre pays. Il y a l'hydraulique. C'est que Aïcha est experte là-dedans, donc elle nous en parlera, c'est sûr, quand elle va faire une présentation sur les recettes. La prochaine fois, ok, la prochaine fois. Donc il y a l'hydraulique qui est là. On a un dense réseau fluvial, 6250 km, réparti en 1165 cours d'eau, une forte pluviométrie. On a des capacités hydroélectriques en fait, de 6100 MW installées, qu'on pourrait installer dans le fond, c'est la capacité du pays, ce qui produirait 19 300 GWh de production annuelle. Pour vous donner une idée, donc, à l'État, c'est 240 MW actuellement. Donc, soit PT qui veulent faire, je pense, entre 450 et 500 MW. Donc, c'est juste 4% et plus 7, ça fait 11% des capacités. Donc, on a un autre 90% qu'on peut vraiment exploiter là, en barrage et autres. Là. Ensuite, il y a les autres secteurs. Donc, tout à l'heure, je parlais de secteur primaire. C'est environ 17% du PIB, l'agriculture, l'élevage, la pêche, la sylviculture. J'ai appris ce mot. Sylviculture. Puis, voilà. Et ces secteurs-là comptent pour la moitié de l'emploi en Guinée. La culture de Sylvain. De Sylvain. C'est tout ce qui est lié aux forêts, en fait. Donc, voilà. Ensuite, là, je voulais vous présenter le PIB réel. Donc, c'est le PIB qui est corrigé, disons, de l'inflation. Vous pouvez voir qu'en 1986, ici, et donc jusqu'en 2010, jusqu'en 2015, on a des vraies données, puis ensuite, j'ai fait une projection sur 2020. Vous voyez que la population guinéenne, donc si on part de l'année de référence, c'est 86, donc l'indice est à 100. Vous voyez qu'entre 1986, disons, et 2020, la population guinéenne va être multipliée par 2,7 à peu près. Okay? Donc deux fois, presque 3 fois, comparé à 86. Le PIB réel, donc sur une base 100 en 86, il sera multiplié de 3 fois, 3,4 en 2020. Donc si tu fais le rapport entre les deux, entre le PIB réel et la population, ça te donne le PIB par tête. Là, tu verras en fait que on passe juste de 100 à
disons 125, ce qui n'est pas beaucoup. Donc moi j'ai fait une moyenne annuelle sur toute la période et on voit que le PIB réel lui a augmenté en moyenne de 3,9%. La population, ouais, 3,9%. En 86 et 2015. Ouais, par année, mais c'est une moyenne annuelle. Ouais, puis la population elle de 3,1%. Donc le rapport des deux c'est juste de 0,7%. En gros, on n'a pas créé vraiment de la richesse pour les Guinéens sur toute la période. Donc ici, j'ai choisi quelques pays, nos pays voisins francophones, puis le Ghana. Et je voulais montrer en fait l'évolution du PIB depuis 1980. Et en rouge ici, c'est la Guinée, c'est le PIB de la Guinée. J'aurais pu choisir d'autres pays qui ont un PIB plus bas, éventuellement comme peut-être la Gambie ou Guinée-Bissau et autres. Mais j'ai choisi nos pays qu'on connaît le plus, le Mali, c'est les pays francophones. Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, c'est nos pays vraiment voisins. Et souvent, on se compare à ces pays-là. Puis j'ai rajouté le Ghana là-dessus. Donc on voit que sur les dernières années, là, entre 2005 jusqu'à maintenant, on est quand même en dessous de ces autres pays-là. Et sur toute la période, en moyenne, par rapport au PIB guinéen, on voit que la Côte d'Ivoire a un PIB de 3,5 fois plus grand que celui de la Guinée. Le Ghana 4,4 fois, puis le Mali 1,2, le Sénégal 1,6 fois notre PIB. Okay? Puis ça c'est vraiment sur toute la période. Si je regardais juste, si je prenais les dernières années, ça allait beaucoup pire que ça en fait. Parce qu'ici on était proche, mais là il y a un écart qui s'est fait. Ils ont pris l'avion là-bas. Ils ont pris l'avion, ils ont pris leur envol, c'est ça. Ensuite, le taux de change et l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation, c'est l'inflation dans le fond, parce que la variation d'une période à l'autre de l'IPC, ça donne l'inflation. Et tu vois que, donc, si on part d'une base 100 en 86, donc les prix entre 86 et 2015 ont été multipliés par 40 et par 60 si on fait une projection sur 2020. Donc nos prix ont été multipliés. Si tu voulais acheter un panier de biens entre 86 et 2015, tu vas le payer 40 fois plus cher maintenant. Par rapport au taux de change, vous voyez que par exemple le franc guinéen, c'était un franc guinéen pour le XOF, là c'est les francs CFA. C'était 1 pour 1. Aujourd'hui on est à 12 fois, presque 13 fois. Okay? Puis le franc français, peut-être l'euro. Bon, l'euro n'existait pas ici, mais on a fait une conversion entre le franc français et l'euro pour avoir une idée. Donc, en 85, on est à 1 euro pour 328 francs guinéens ou 1 dollar pour 300 francs guinéens. On est à 8 000, 7 000 sur toute la période. Donc, c'est ça. Donc, une dégringolade Le taux de la En monnaie. euros, c'était 10 100. Récemment, c'est ça. Et le dollar, c'est 9 000. C'est ça. Je vais aller. Next. Le canadien, c'est 7 000. Donc voilà, ça c'est en fait aussi c'est l'inflation, c'est la variation de l'IPC tout à l'heure, de plusieurs pays sur une période 85 jusqu'en 2000, une projection de en 2020. Donc la Guinée ici c'était en rouge. Puis entre 95 et 2000, on était quand même en dessous de 5%. Un pays entre guillemets normal ou les pays très développés, c'est une inflation, pas d'inflation de 2%. C'est ça la cible en général. Là. Puis là j'ai fait l'inflation mondiale, en fait, celle qui est en orange. On voit que ces dernières années, là, disons depuis un peu avant 2000 jusqu'à 2020, on est quand même en dessous de 5% mondialement parlant. Puis la Guinée, entre 2000 et 2010, on a fait une inflation de 40% à un moment donné. Vous avez pas remarqué. C'est ça, donc. Et on est quand même au-dessus. Dans le mauvais sens. On est quand même au-dessus de 5% d'inflation. Et voilà. Comparé à d'autres pays. C'est les points forts et les points faibles
de l'économie guinéenne. Peut-être on va passer rapidement là-dessus. On va pas juste parler des points faibles, comme tout à l'heure, on va parler de quelques points forts quand même. Donc, en termes de ressources et emplois, on a quand même des ressources, comme on le disait tout à l'heure, minières, agricoles, touristiques, énergétiques, etc. Et les points faibles, le premier point on voit, c'est vraiment les ressources humaines. La gouvernance, les infrastructures, puis voilà. Au niveau de la balance des paiements, en point fort, on a quand même une balance commerciale qui est excédentaire. Donc, c'est-à-dire on exporte plus qu'on importe. Mais en point faible, on exporte plus qu'on importe? Non, on importe plus qu'on... Oui, bien sûr. Okay. Parce qu'elle est excédentaire, elle n'est pas déficitaire. On exporte plus qu'on importe? Oui. Ah ouais? La bauxite déjà. À cause de la bauxite est en dollars en plus. Donc, ok, ouais. Puis, c'est ça. Donc, par contre, on nécessite tout le temps des financements externes. Tout le temps, on est obligé d'aller se financer à l'étranger. On ne crée pas vraiment des ressources chez nous. On est obligé d'aller s'endetter avec le FMI, s'endetter avec les organismes, etc. pour financer nos dépenses. Puis, des finances publiques, justement, l'un des points, c'est que les taxes minières sont quand même inférieures à des taxes qu'on appelle les taxes non minières, ce qui attire des investisseurs au niveau des mines, par exemple. Et donc c'est ça, en point faible, le financement extérieur qui est très très élevé, le financement interne de nature essentiellement monétaire, c'est-à-dire que la Banque centrale émet de l'argent pour financer souvent lorsqu'on a des dépenses qui sont imprévues ou bien des grosses dépenses, c'est la Banque centrale qui émet des billets pour les financer. Quand tu fais ça, ça crée de l'inflation. La Banque centrale a un gros problème, elle est indépendante dans les livres, donc elle a une indépendance de droit, mais dans les faits, il n'y a pas vraiment d'indépendance. Puis, comme on dit, il crée beaucoup de monnaie, ce qui crée de l'inflation. Les banques, quand même, un des points faibles au niveau des banques, c'est qu'elles financent, par exemple, si elles financent une activité, ça va être à court terme. Donc l'échéance est très courte. Vous et moi, si on veut faire une hypothèque en Guinée, c'est presque impossible. On ne peut pas avoir du financement sur 25 ans, même, ou 20 ans, ou même 10 ans, je pense. C'est pas possible. Le secteur privé, donc il y a un manque d'entrepreneurs, puis le commerce est très développé par rapport à l'industrie. Il n'y a pas vraiment d'industrie. Tout le monde fait du commerce, mais il n'y a pas vraiment de vraies industries qui sont là. Il y en a quelques-unes qui commencent, mais ce n'est pas assez. Le secteur informel très important. Tout le monde fait du commerce. Combien de gens font des rapports de taxes ou d'impôts ou qui remettent les taxes, la TVA, qui facturent sur chaque bien? Ici, quand tu vas payer ton paquet de chewing-gum, $1,15, le 15 sous repart au gouvernement. Là-bas, c'est, à part les grandes entreprises, le secteur informel est trop important, donc c'est difficile pour l'État d'avoir des recettes. Tout à l'heure, on voyait que dans le PIB, ça représentait juste 10% du PIB, tout ce qui est recettes fiscales. Quelques pistes de solutions. Donc, je disais que la Guinée doit rétablir ses grands équilibres macroéconomiques et financiers pour restaurer les bases d'une croissance économique équilibrée du point de vue de ses comptes extérieurs. Elle doit renouer avec une gestion orthodoxe de sa monnaie, maîtriser son endettement extérieur, mobiliser des ressources de financement interne pour investir avant d'aller à l'externe pour chercher de l'argent. Il faudrait qu'on mobilise des ressources à l'interne. Ensuite, on doit impérativement développer des infrastructures routières et ferroviaires. Parce qu'aucun pays ne peut se développer si tu n'as pas de route, si tu n'as pas de moyens de transport qui sont efficaces. Ensuite, bien entendu, l'énergie. Madame Énergie nous en parlera. Donc, dans ces trois domaines, la Guinée présente de graves lacunes. Institutions inefficaces, infrastructures insuffisantes et peu performantes, et des investissements privés qui sont faibles. Mais l'effort devrait porter en priorité sur les institutions qui sont vraiment la clé de l'efficacité, en plus de la corruption qui existe à tous les niveaux. Il y a eu un programme l'année dernière, je ne sais pas si vous avez entendu parler du PNDES. Okay, c'est le Plan national de développement économique et social. C'est un programme en 2016 et 2020 qui est très ambitieux.
Il y a beaucoup de projets là-dedans. Par contre, ce programme ne peut pas être mis en place sans qu'il y ait un changement radical au niveau des pratiques de sélection et de promotion des agents du secteur public, notamment sur leur intégrité. L'appareil d'État doit être reformé et il faut procéder à une nouvelle sélection des agents du secteur public et ne conserver que ceux qui ont été recrutés sur des bases transparentes et claires et dont la compétence et la moralité sont avérées. Peut-être réduire le nombre de fonctionnaires et d'agents de la fonction publique, notamment ceux de la Banque centrale et des ministères, et leur verser des salaires qui seraient à la hauteur de leurs compétences et surtout de leur mission. Des sanctions exemplaires doivent être prises à l'encontre de tout agent de la fonction publique ou de la Banque centrale convaincu de corruption, active ou passive. Et c'est à ce prix-là qu'on peut restaurer l'efficacité et la crédibilité de l'appareil d'État. En conclusion, on dit souvent que la Guinée est un scandale géologique, tant son sous-sol est riche en matières premières, donc on en a parlé tout à l'heure au niveau des mines, mais c'est malheureusement un scandale humain tout court, car comment, avec un tel potentiel, la Guinée a-t-elle pu en arriver à une situation macroéconomique et macrofinancière aussi précaire et des résultats aussi médiocres sur le long terme? La richesse d'un pays. Tout à l'heure, je pense, dans le groupe WhatsApp, on avait publié, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut qu'on se le dise les choses clairement. Tout à l'heure, tu avais partagé quelque chose sur le Rwanda. Le Rwanda qui a eu un génocide. Et 20 ans après, c'est peut-être le premier pays ou parmi les premiers pays en Afrique aujourd'hui en termes de croissance, en termes d'opportunités. Donc, et tu disais là-dedans, je pense qu'Agame, il disait qu'il parlait des hommes, du peuple. Et de la jeunesse. Et de la jeunesse. Et de la jeunesse. Exactement. Et de la volonté politique, c'est ça. Donc la richesse d'un pays, ce sont ses hommes. Et malheureusement, la Guinée n'a pas les hommes qu'il faut en nombre suffisant pour s'engager véritablement sur la voie du développement. Il y a des gens extrêmement compétents, mais il n'y en a peut-être pas assez, et surtout au niveau de l'intégrité. Je pense qu'on a des gens compétents, mais ils ne sont pas mis aux bons endroits. Oui, ça c'est vrai, mais il n'y en a pas assez. Parce que le taux je ne sais pas si vous avez le taux d'alphabétisation en Guinée, il est quand même... c'est 40, genre? Il est quand même bas. Ouais, c'est déjà autour de 40%, je crois. Donc c'est quand même assez bas. Et en plus, les gens compétents, il y en a beaucoup qui sont compétents, mais qui ne sont pas intègres. Donc c'est ça. Puis il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur aussi. Qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas rentrer ou qui n'osent pas rentrer. Donc le développement est un processus culturel avant d'être économique. Donc la Guinée a besoin d'un programme d'ajustement culturel qui permet d'éradiquer les dérives de la société de liens. Société de liens, je te connais, tu me connais, je te donne un poste parce que je te connais, etc. Et où les liens de parenté, les liens ethniques priment sur la compétence. Le recrutement des agents doit reposer exclusivement sur le bilan des compétences requises et non sur l'appartenance à un quelconque groupe ethnique ou politique. Et la responsabilité donc du retard économique de la Guinée est avant tout imputable aux Guinéens, avant d'être imputable à l'étranger, à la France ou à d'autres pays souvent. Le premier problème, c'est les Guinéens. Si les Guinéens arrivent à résoudre le problème à l'interne, aucun pays étranger ne peut venir nous dicter ce qu'on doit faire. Donc le développement de la Guinée est endogène avant d'être exogène. Merci. En fait, juste avant cette slide-là, il y avait une slide. Ah oui, c'est ça. Donc, je voulais en fait lancer comme un débat, une discussion. Je ne sais pas si on a le temps. Pour savoir c'est quoi le